Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic en améliorant ce qui compte vraiment, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et la façon dont vos visiteurs passent ou ne passent pas à l'achat. En fait, mon travail consiste à analyser votre site comme un client pour comprendre où vous perdez des ventes, pour identifier les blocages, pour simplifier la navigation, optimiser les pages clés et transformer davantage de visiteurs en acheteurs. Donc en bref, vous attirez plus de résultats avec le même trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, il suffit de réserver un appel via le lien qui est dans la description de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois Franck Thuil, dirigeant de la marque de running Spiridon. Bonjour Franck et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Céline et bravo pour ton abnégation parce que c'est vrai que tu m'as relancé à une période où j'étais très peu dispo et tu n'as pas lâché. Et l'abnégation, ça fait partie des qualités qu'il faut effectivement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc bravo, bravo Ouais. pour ça déjà. Ouais, Merci beaucoup, c'est sympa, merci. ouais. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Spiridon, qui est une marque culte assez ancienne, et comment cette marque a évolué aujourd'hui pour devenir un e-commerce de vêtements de sportswear engagé? Tout à fait. Donc Spiridon, c'est effectivement une petite pépite, une marque historique, culturelle aussi beaucoup, qui est née dans les années 70, 1972 exactement, en D'accord. Suisse, à une période où, quand on courait, on passait pour un fou. Tu sais, c'était pas du tout ce que c'est devenu. Il y en a d'ailleurs qui couraient la nuit, hein, je plaisante pas, hein. Ah ouais, Oui, tu passais pour un branleur, hein, pour un caché quoi. chômeur, tu courais caché, hein, parce que c'était finalement réservé à une certaine élite. Tu vois, on courait beaucoup dans les stades déjà, Oui, ouais, et puis ouais. après il y avait des séquences qui étaient quand même bien gérées par les fédérations du monde entier. Alors quand c'était de l'outdoor, c'était du cross. Tout était piloté par les fédérations et il n'y avait pas du tout les courses libres comme tu peux le voir aujourd'hui Ouais, où tout le monde court, tout le monde aime prendre un dossard. C'est d'ailleurs revenu après le Covid avec un énorme succès. ouais, Et Spiridon est né dans le Valais, en Suisse, à cette époque-là, pour démocratiser la course à pied via, au début, un magazine. Et très vite, les gens qui étaient abonnés au magazine et qui se partageaient le magazine aussi, ont souhaité avoir les vêtements Spiridon parce que c'était un acte militant aussi, tu vois, ouais, c'était porter la marque Spiridon, c'était montrer qu'on était complètement dans cette mouvance. D'ailleurs, on parlait, à un moment donné, on n'a pas beaucoup parlé de mouvement Spiridon pour l'inclusion des femmes dans les courses, ouais, parce que c'était pas le cas. C'est les femmes ont commencé à courir en compétition beaucoup plus tard. Même quand tu penses que le marathon olympique a été ouvert aux femmes, je crois que c'était en 1984 seulement. T'imagines le chemin qu'il a fallu faire ouais. pour expliquer que c'était important, évidemment, la Bah, liberté de oui, chacun, c'est voilà, ça. d'avoir les femmes dans les courses. Mm. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. Il y a eu un film d'ailleurs qui est sorti qu'il faut regarder si vous aimez la course à pied, si vous êtes vous-même coureur, coureuse, trailer ou course sur route, c'est Free to Run qui est sorti il y a 4-5 ans, et 2021 je crois, et Ok. qui effectivement retrace, c'est un des plus beaux documentaires qui a été fait sur le running et qui retrace toute cette époque de Spiridon, de Nike, Ah ouais. d'Adidas, Ouais. des premières courses, et cette révolution en fait qui est plus une révolution culturelle, sociale par le sport. Oui. Voilà, comme Coubertin Oui, l'avait voulu à son époque. ça va beaucoup plus loin que le sport en fait, hein. Oui, ça va beaucoup plus loin, et puis on se rend compte aujourd'hui que quand voilà l'importance de l'activité physique, même sans parler Ouais. de course à pied, quand on est dans un monde hyper sédentaire, encore plus que jamais. Mm. Euh, et, et que c'est important de se rendre compte déjà, parce que il y a des gens qui ne se rendent pas compte que
On a perdu 7 heures d'activité physique par jour en l'espace d'un siècle. T'imagines? C'est colossal. Ouais, c'est énorme. Voilà, on avait à une époque 8 heures par jour. On est tombé à 1 heure, voire un petit peu en dessous. Tout compris en plus, hein, tu sais, quand tu sors de chez toi, que tu vas au boulot, que tu vas faire tes courses, tu vas chercher les enfants à l'école, tout ça représente moins d'une heure aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour l'histoire de la culture du running. Et c'est vrai que moi je suis passionné par l'histoire, et particulièrement l'histoire du sport. Et une marque et un mouvement qui m'a énormément touché et qui touche aussi beaucoup de monde encore dans le monde entier. Ouais. Alors, vos valeurs centrales chez Spiridon, c'est l'écologie et la production européenne. Oui. Comment est-ce que vous faites pour respecter ces engagements au quotidien dans vos décisions stratégiques et opérationnelles? Bah, déjà, ça part d'un constat. Si on fait un peu pas de recul par rapport au monde dans lequel on vit, et ça s'aggrave, hein, malheureusement, on se rend compte que d'un côté, on est devenu le vassau de la Chine sur la partie industrielle, et que sur le numérique, on est complètement pieds et mains liés aux US, puisque on est tous abonnés à des applications américaines. C'est ça. Donc c'est quand même très flippant Ouais, pour l'avenir de l'Europe. C'est dans les grands sujets actuels. Et donc de se dire, de démarrer une société aujourd'hui, une boîte, un projet, pour pas essayer même si c'est très compliqué, hein, on en reparlera, mais de se dire qu'on essaye voilà, de faire quelque chose pour essayer de redonner une dynamique et d'y participer pour reproduire en Europe avec des belles matières écologiques, naturelles, recyclées, par rapport à cette révolution climatique aussi dont on est en train de vivre, et c'est que le début. Euh, Ça me semble, moi, totalement naturel pour oui, un jeune entrepreneur de se dire qu'on va s'engager dans cette voie-là. Après, il faut enlever la casquette du capital, de l'argent à tout prix qui doit arriver, mais ça, c'est une autre philosophie aussi que ouais, j'ai, c'est clair, ouais, c'est que il vaut mieux partir d'un projet passion qu'on doit faire avec amour, et l'argent viendra si l'argent doit arriver, tu vois. C'est pas, ça doit pas être le premier levier. ouais, On a tous autour de nous des projets qu'on a vu naître avec beaucoup de succès, et on se rend compte que bah, le premier levier, c'était de le faire bien, de le faire avec passion. Et le succès est venu naturellement, ou pas naturellement pour d'autres, hein, parce que c'est très dur, hein, l'entrepreneuriat, après. Mais voilà pourquoi je produis uniquement en Europe, même les matières. Donc nous, on est bah, très loin, hein, parce que tu as aussi des gens qui sont en Made in France, mais qui importent des matières chinoises ou pakistanaises et qui produisent en France. Pourquoi pas? Mais tu as quand même aujourd'hui encore, heureusement, un petit socle industriel qui reste dans l'Union européenne, ouais, et où tu peux aller choisir de très très belles matières, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie, oui, euh, en, même en Slovaquie ou en Pologne et en France. oui, T'as oui, encore oui, donc des... il y a quand même moyen de faire différemment. Voilà, ça Ça se existe. réduit de plus en plus, mais il y a encore moyen. Mm. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation qui est de plus en plus complexe, pas seulement pour le textile, hein, pour plein d'autres secteurs d'activité. Quand tu prends ce qui se passe dans l'ameublement, c'est pareil. Il y a beaucoup d'imports de petits colis qui viennent de Chine. Pareil, là, c'est les opticiens qui vont être extrêmement touchés dans les années à venir. Enfin, toutes les industries sont touchées, quoi. Donc, Mm. il faut se rendre compte en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que consommateur. Mm. Mais en tant que consommateur, on se dit, ils vont réagir, mais non. Tout le monde est pris dans un sas aussi avec une actualité qui est très forte, de boulot, on n'a pas le temps de penser de l'impact qu'on peut avoir aussi quand on achète des produits qui ne sont pas fabriqués dans l'Union européenne. Ouais, Voilà. oui, Et puis ça, on je n'a suis pas d'accord. le temps de chercher, et puis aussi beaucoup de marques qui ne sont pas transparentes.
Ouais, hein, sur leur site, d'où viennent leurs matières, ouais, comment elles sont fabriquées, quelles sont... Il y a beaucoup de gens encore qui trichent. ouais. Voilà pourquoi. Mm. Je vais passer maintenant aux questions qui concernent plus précisément le site internet. Mhm. C'est ta Euh, partie, ça, le site internet. ouais, c'est ça. Donc, je voudrais savoir quels sont les principaux indicateurs de performance que tu suis aujourd'hui pour mesurer la rentabilité de ton site. Mhm. Par exemple, les ventes, le panier moyen, le nombre de visites. Tout à fait. Bah, écoute, nous, on n'a vraiment pas de souci sur la conversion. C'est-à-dire qu'il y a ça va te choquer ce que je vais te dire, mais il y a des jours où on va être à entre 5 et 10% de conversion finale. Pourquoi? Parce qu'on est sur un trafic extrêmement qualifié, Ouais, ce qui est rare. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu as de masse de trafic, et plus évidemment c'est difficile d'avoir des taux de conversion aussi élevés. Plus ouais, tu pubes, parce que tu as des marques qui ont des gros budgets publicitaires, plus tu as des taux de rebond qui sont colossaux sur les sites, qui vont venir perturber évidemment ton indicateur final qui est la conversion et l'achat. Voilà, donc moi, mon premier indicateur là, qui me pose souci, c'est le trafic. C'est d'accord. comment on arrive à avoir plus de trafic sur le site, puisqu'on arrive à convertir très très bien. Il y a aussi la vraie question du GEO qui va se poser pour tous les e-commerçants sur le référencement. Mm. Et là, toujours par rapport au trafic aussi, puisque il va y avoir de plus en plus de référencement qui va provenir sur la recherche via les moteurs LLM, hein, c'est les Ouais, ChatGPT, les Gemini, oui, les copilotes. Même s'il n'y a pas encore d'AI Overview disponible en France, ça va arriver. On a un peu de retard là-dessus par rapport à d'autres pays, mais ça va être un indicateur qu'il va falloir suivre aussi. Et donc, il va falloir aussi trouver des nouvelles sources ou revenir à des nouvelles sources de référencement plus classiques aussi, puisque les moteurs de recherche LLM vont aller chercher des grands classiques comme c'était le cas au début du référencement. Les forums vont être à nouveau très très importants pour les marques. ouais, Est-ce qu'on parle de ces marques dans les forums? Donc on parle à nouveau beaucoup de Reddit par exemple. Wikipédia va redevenir évidemment très très important aussi. Si les notes des clients sur les sites internet, typiquement moi je l'avais pas mis en place, bah, il va falloir qu'on mette en place parce que ça va aussi influencer énormément les moteurs de recherche ouais, LLM. c'est clair. Euh, donc voilà, il y a plein de leviers qui vont à nouveau rentrer en compte et évidemment, plus besoin d'avoir des centaines de backlinks comme c'était enfin, le cas il y a encore quelques temps. Il y avait même des agences spécialisées en backlink. Là, on va revenir sur Mm. des, du référencement beaucoup plus qualitatif pour alimenter les moteurs LLM, tout en sachant que Google reste aujourd'hui 80% des requêtes. Tu vois, ils resteront de toute façon dans des requêtes très très importantes avec un taux très élevé, surtout qu'ils reviennent dans la course avec Gemini, ce qui est un miracle pour eux parce que personne n'aurait misé là-dessus il y a encore un an et demi ou 2 ans. Ouais, Voilà, et... donc je te fais une réponse un peu longue là-dessus parce que c'est un sujet qui me Oh, passionne, ouais, puisque j'ai longtemps aussi été dans l'univers digital pendant 14 ans avec une série de pivots qu'on a fait avec La Garde Active, Selfish, Banzington, ok, Alchemy. Tout ça, c'était le même groupe à l'époque et on a rebondi justement à chaque fois sur des évolutions technologiques ouais, et des révolutions aussi digitales. Et là, c'est juste la suite quoi, qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. et oui, c'est ça. Voilà, mais bon, pour en revenir à ta question, c'est vrai que mon premier indicateur, c'est vraiment le trafic, comment on va pouvoir générer sans D'accord, tomber dans les travers de la pub, parce qu'on n'a pas les moyens, c'est une marque indépendante, il n'y a pas de levée de fonds, on est rentable depuis 2 ans, voilà, d'accord, mais on fait très attention à toutes nos actions. ouais, Et donc voilà, on va essayer d'avoir un peu plus de presse, parce qu'on en a eu pas mal à un moment donné, quand on a relancé la marque, mais il va falloir se réactiver aussi. Euh,
sur toute la partie RP, ouais, tout à Ok, fait. ok, ok. Et pour parler de ton audience, est-ce que tu sais qui sont tes visiteurs aujourd'hui? Oui, D'où ils viennent? Quelles sont tes principales sources de trafic? Et comment tu analyses leur comportement sur le site? ouais. Alors, c'est une très bonne question, puisque chaque fois, et j'ai beaucoup de, enfin, je trouve tous les entrepreneurs qui repartent from scratch d'une marque, waouh, quel courage, parce que quand on sait que la communauté et l'audience est tellement importante, Ouais, donc bah oui, bah donc oui, oui, c'est clair. franchement, bravo à ceux qui ont redéveloppé une communauté en l'espace de 4 5 ans assez rapidement, mais une communauté, je parle qui est très active, qui va vraiment, Qui tient vraiment la marque, quoi. voilà, qui soutient, qui achète, qui achète, et puis qui va commenter aussi, parce que les commentaires aussi sur les réseaux sociaux ou autres sont très Ouais, importants. bah Donc ouais. moi, Spiridon, c'est vrai, quand j'ai repris, j'avais vu aussi que on avait une communauté existante très importante, puisque, comme je te le disais, c'était une marque culturelle. Oui, Mais qui a toujours vécu avec de la presse. Il y a toujours eu des livres qui ont parlé de l'histoire de Spiridon. Il y a toujours eu des clubs Spiridon qui ont fait partie de la mouvance Spiridon. Il y a eu des documentaires, dont ce gros documentaire Free to Run qui est ressorti grâce à Pierre Morat, le réalisateur, qui est aussi un historien du sport suisse. ok, Et donc, il y avait, si tu veux, dès le départ, quand on a relancé, on a eu un petit peu de presse. Bon, on a eu quand même des très beaux articles, des gros dans le Figaro, dans les Échos, dans toute la presse dans le monde, dans toute la presse spécialisée, etc. Donc, je pense qu'on a pu réveiller le premier cercle de la communauté ouais, qui était les enfants de Spiridon. ouais, C'est-à-dire que ceux qui ont vécu un peu comme moi, parce que ma maman, de temps en temps, elle n'était pas abonnée au magazine. Je pense pas, parce que je ne l'ai pas vue tous les mois, mais qui était une très bonne coureuse. J'ai entendu parler dans mon enfance de Spiridon. J'ai d'accord. vu un ou deux magazines. C'était aussi Madeleine de Proust. Eh ben, Oui, typiquement, dans ce c'est premier ça. cercle, tu retrouves tous ceux qui l'ont vécu à la maison, qui ont entendu Ouais. parler de Spiridon, qui sont les enfants tu vois, Oui, on va appeler de ça l'histoire de voilà, Spiridion, quoi. voilà, une génération. Genre, moi, je suis perdu dans les générations, ça m'intéresse pas parce que dans le sens où, de toute façon, l'idée de Spiridon, c'est de réunir toutes les générations. Et c'est Ouais, le cas aussi de notre audience. Ça, c'est le premier cercle. Après, tu as eu un deuxième cercle qu'on a touché, un peu plus jeune. Le premier cercle, c'est mon âge, tu vois, c'est entre 50 et 60. ok, Voilà. ouais, Et le deuxième cercle qu'on a eu très vite, c'est on va dire la troisième génération de Spiridon, qui est très touchée par la culture, qui avait lu ses bouquins, qui avait vu le film, et qui l'ont pas vécu directement avec le magazine ou les clubs, mais qui en ont entendu parler de ouais, l'histoire de Spiridon. Et ils ont entre 35 et 50. Donc, tu vois, ok, ça, c'est la deuxième vague. Et puis après, tu as une nouvelle vague qui est apparue, troisième cercle, qui est un cercle beaucoup plus jeune, depuis 2 3 ans, où on voit que sur les achats, on a effectivement des jeunes qui vont avoir, alors ils n'ont pas 20 ans non plus, mais ils ont entre 26 27 et 35. ok, Voilà. Après, entre les hommes et les femmes, on sait qu'on a une population, mais là, beaucoup moins, c'est en train vraiment de s'équilibrer, mais on a commencé avec beaucoup d'hommes sur les 3 premières années, 70% d'achats pour les hommes, 30% pour les femmes. D'ailleurs, on s'est un peu planté sur des collections parce que on avait prévu des collections aussi assez importantes avec du volume pour les femmes, mais c'est en train de s'équilibrer. Si je te donne les 10 derniers achats, là, entre aujourd'hui et hier, j'ai 9 filles et un garçon. Tu vois, ah oui, et ça, c'est nouveau. ah, c'est Ça, c'est devenu l'inverse. nouveau. Voilà, mais tu sais, Ouais, des fois, il suffit que ok, tu aies un influenceur qui ait reparlé de la marque ou un article de ouais, presse que je n'ai pas vu et qui touchait une audience beaucoup plus féminine. ouais, Et c'est aussi la magie de Spiridon, c'est que tu as de temps en temps un article qui sort. Alors, ça peut être en France,
Mais l'autre chose importante qu'il faut savoir, et que je t'ai pas dit, mais je te le dis, c'est que 30% de l'audience de Spiridon est internationale, D'accord. qui correspondait étonnamment au rayonnement du magazine aussi, qui était un Ah ouais, magazine ouais, ouais. francophone, mais qui était lu aussi dans le monde entier. Ils avaient des abonnés aux US, au Canada et partout dans toute l'Europe. Donc nous, on vend 70% en France environ et 30% en dehors de la France, avec des pays très forts derrière la France, qui sont la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. D'accord. Voilà, je sais pas si, Ouais. bon, je pense que, je sais pas si, n'hésite pas hein, si tu as d'autres questions sur l'audience, mais c'est un vrai Euh, sujet de donc bien c'est connaître des... son Bah oui. audience. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est des gens qui viennent en trafic direct parce qu'en fait, Voilà. voilà, ouais. Essentiellement, il y a Ouais, un tout petit levier de pub, mais vraiment, c'est peanuts en retargeting. ouais. Quand Ok. même, mais Ouais. vraiment c'est minime. Ok. Ils dépensent entre ouais, 200 euros par mois maximum D'accord. sur ce retargeting qui va toucher Facebook, qu'il ne faut pas oublier, hein. Ouais. Si vous avez une marque, n'oubliez surtout pas Facebook. On a tendance à oublier Facebook, mais moi je me rends compte là ces dernières semaines à quel point ça reste assez important. Et évidemment, tous les autres réseaux sociaux TikTok, Instagram et autres que vous connaissez pour publier. Mm. Voilà. Plus les newsletters, plus toute la partie RP, et évidemment, LinkedIn. Bon, alors il y a des marques qui arrivent. Alors là, c'est un mystère pour moi, LinkedIn. Il faut que je passe peut-être plus de temps l'année prochaine. C'est ce que je me dis à chaque fois, mais c'est incroyable ceux qui arrivent à publier régulièrement sur LinkedIn, mais c'est pour trouver le temps, parce qu'il faut que ce soit quand même très qualitatif à chaque fois, Ouais. même avec, en étant aidé un petit peu par l'intelligence artificielle, mais ça prend un temps fou quand même. Donc, bravo, bravo à tous ceux qui arrivent à faire ça en une journée, c'est Ouais. formidable. C'est vrai. Ouais. Et j'imagine que c'est un petit peu saisonnier, peut-être comme activité, Alors ou non, pas c'est tant que ça qui ça, est. non? Alors non, non, C'est... non. C'est Ok. étonnant aussi pour une marque. C'est une marque. C'est beaucoup de cadeaux, Ah oui, ok. mais aussi beaucoup de cadeaux, soit d'un anniversaire, donc ça Ouais. c'est évidemment toute Allez. l'année. On se rend compte que c'est souvent quand même un garçon ou une fille qui offre un vêtement au sexe opposé. D'accord. Donc ça va représenter à peu près 30 ou 40% des ventes, tu vois, c'est beaucoup, hein. Ouais. Et donc, non, nous, les plus grosses périodes, ça reste quand même juin, juillet et même août, qui est étonnamment une très très bonne période. Novembre, c'est pourri pour nous parce on fait pas d'offres promotionnelles Ok. pour des raisons éthiques. On ne fait pas Black Friday ou autre. Et puis surtout, Ouais. et puis aussi, purement aussi de bon sens. C'est-à-dire que quand tu as une collection permanente avec un référencement qui est quand même assez serré, euh, tu vas pas faire des allers-retours sur les prix en sachant que tu fais très peu de nouveautés par an. Il faut bien penser à ça parce que tu perds ensuite toute la reconnaissance de tes clients. Oui, Voilà. c'est sûr. Ouais. Et on a alors je sais pas si tu l'utilises beaucoup en e-commerce, mais nous, dans le digital, on l'utilisait beaucoup sur l'abonnement. Moi, je continue à l'utiliser. Cet indicateur, c'est la LTV, la Ouais. Lifetime Value Ouais. ou l'ARPU. Ouais. Nous, on a un ARPU qui est colossal, Ok. qui est hallucinant. Ah bah c'est super. C'est 50% des gens qui vont recommander par la suite parce qu'ils sont contents de la proximité du service client, de la qualité des Ouais. produits et ils se sentent rassurés. Oui. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit aussi une valeur refuge Ouais. où on se sente voilà, comme à la maison pour, en toute confiance. Je vais te donner un exemple. Quand un client, alors je ne le fais pas avec les premiers clients, euh, même si alors, des fois ça m'est arrivé quand ils sont extrêmement sympathiques et qu'on a eu la chance d'échanger déjà, mais pour les autres clients, s'ils ont un doute sur une table, une taille, j'envoie les deux produits. Et comme ça, ils essayent à la maison, tranquillement. Ouais. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marques qui fassent ça. Non, je Et pense. ensuite, voilà, c'est de la confiance. Et ensuite, ils renvoient leurs produits. Et ça marche très très bien, et du coup, tu installes une confiance qui est extraordinaire. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, donc effectivement, on a des gens qui en sont Ouais.
au bout de 3 4 ans à leur sixième, septième, huitième achat. Et ils reviennent régulièrement. Et puis après, c'est pas oublier que c'est un achat qui a du sens. Tu sais, quand Oui, tu te oui. dis, tiens, je sais quel cours. Bon, tu sais pas quoi acheter, tu préfères quand même arriver avec un achat qui est pas seulement un t-shirt d'une marque, mais où tu vas aussi pouvoir lui raconter une histoire, lui dire que cette marque, elle a eu son importance et que aujourd'hui, elle essaye de revivre avec toutes ses valeurs Ouais, d'inclusion, de qualité. ouais. Voilà. C'est Voilà, vrai donc que c'est une ça petite redonne marque des refuge qui cadeaux reste. d'ailleurs. Ben voilà. Voilà, mais Noël, c'est vrai que c'est pas si important que ça au niveau du chiffre. Ah ouais, C'est un mois qui est aussi important que le mois de juin ou le mois de juillet. ok, Voilà, ok, voilà, voilà. d'accord. Ouais. Mm, D'accord. Et mm, bah justement, ma question d'après, c'est un peu, on en a déjà un peu parlé, mhm. mais bah, pour encourager les clients à revenir et pour augmenter le panier moyen, est-ce que vous travaillez sur des leviers en particulier aujourd'hui? Alors, Pour la confiance, tu me disais, la relation de proximité que vous avez avec les clients. mm, en fait, enfin, pour augmenter le panier moyen, il y a deux, il y a un premier levier, c'est évidemment de faire des packs, tu vois, sur Ouais, des petits accessoires comme des chaussettes. On propose des packs pour que ce soit un petit peu moins cher quand tu achètes 3 paires de chaussettes que à l'unité. La suite de Spiridon, ça va être effectivement de monter en gamme sur des produits qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais qui sont un peu plus chers, comme des vestes, ok, des leggings, mais je veux rester dans une qualité oui. exceptionnelle. On Mm. essaie de trouver vraiment à chaque fois des meilleures matières. Donc là, ça va être, je pense, ça va être de nouveaux investissements. Donc je pense qu'il va se passer des choses 2026-2027 pour que on sorte un peu de notre cocon de voilà qui est une marque qui tourne, t'as bien compris, un peu toute seule avec son trafic naturel, Ouais, mais qu'on soit quand même un petit peu plus dynamique sur une offre produit qui monte en gamme sur des coupe-vents, voilà, des sacs, sans tomber dans le délire un peu trop technique. Parce que c'est pas l'histoire de Spiridon d'expliquer à des gens qu'ils vont courir plus vite avec des sacs très techniques, tu vois. On est nous-mêmes coureurs et on sait que, évidemment, quand tu as un sac léger qui sèche très vite, c'est mieux, mais avant d'arriver à ce niveau dans l'ultra trail ou autre, là je comprends qu'il y ait des marques qui participent à ça. Et puis c'est en termes de désirabilité, c'est formidable pour les produits. Mais voilà, il faut qu'on reste dans un schéma qui reste très qualitatif sur les matières, la conception, et très artistique aussi, parce que je suis très attaché. Tu vois, j'ai toujours travaillé aussi dans les industries créatives. J'avais commencé par un créateur extraordinaire de mode qui s'appelle Comme des garçons, japonais. Et je d'accord. veux rester dans une vision pour cette marque qui est très artistique. J'aime les artistes et j'aime m'entourer d'artistes avec beaucoup de talent. Et je veux que ce soit aussi une marque refuge pour eux. J'ai beaucoup d'artistes qui me suivent aussi. Mm. Donc en même temps, euh, au plus grand nombre, avec des prix qui restent accessibles par rapport à des marques qu'on connaît, qui sont plus connues pour être sur des prix très très élevés. Mais des fois, tu sais, je travaille dans les mêmes ateliers qu'eux, on a les mêmes matières, mais je fais attention à rester sur des marges qui sont très raisonnables pour que ça Oui, reste accessible oui, avec une qualité exceptionnelle. d'accord. Et Voilà. ok. Pour parler, bah, on en a un petit peu parlé aussi, mais parler de la logistique et de l'expérience client, quels indicateurs est-ce que vous suivez côté livraison, retour, satisfaction client et lesquels ont le plus d'impact sur la performance du site? Alors, je pense que la logistique, c'est le prolongement du service client. Oui, Donc, c'est hyper important.
À un moment donné, j'avais pris une logistique externe qui était très bien, hein, topissime, à Annecy. Et finalement, on est revenu à une logistique internalisée parce qu'on arrive à avoir une relation beaucoup plus personnalisée avec les clients. Donc ça, D'accord. c'est la qualité de cette relation du service client via la logistique, on va dire que c'est mon premier indicateur. Ouais, Une livraison rapide, c'est mon deuxième indicateur. Je pense que même si on a des clients extraordinaires qui sont prêts à attendre une semaine pour être livrés, on a cette réputation d'être très rapide et de communiquer aussi, beaucoup. d'accord. D'expliquer, Oui, et d'automatiser, mais aussi de pouvoir, quand il y a eu une discussion, voilà, le taux de retour, alors c'est pas un sujet chez moi, complètement dingue aussi, mais il y a très peu de retours chez Spiridon. Peut-être parce qu'on explique bien les tailles ou parce que nos clients sont extraordinaires, mais c'est vrai qu'on a un taux de retour qui est ridicule. Il est de 3%, 2%, ouais, tu oui, vois. Voilà. Mais encore une fois, hein, attention, hein, repars toujours trafic qualifié égale que voilà, c'est ça. toute ta chaîne de T'en valeur découle, du hein. Ouais, site ouais. jusqu'à la logistique, Mm. que tu peux tenir encore, parce que tu peux encore la faire à la mano par rapport au nombre de colis qui partent par jour, versus voilà, ces taux de retour. Tout ça, c'est le même sujet. C'est Ouais, qu'on a un trafic qui est qualifié. Après, quand tu as une marque qui veut être dans la croissance parce qu'elle a levé des fonds, qu'elle a quand même des obligations de reporting et autres, avec des actionnaires qui attendent quand même un minimum de retour sur investissement, on n'est plus du tout dans la même histoire. Des KPIs changent complètement et, ils sont totalement différents que les miens, quoi. ouais, 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 je comprends. Ouais, c'est Tu sûr. vois. Ouais, 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 c'est clair. C'est pour ça que c'est toujours un peu limitant de parler d'un taux, tu vois, d'un KPI spécifique sur le e-commerce sans connaître le trafic du site. Ouais. C'est vraiment lié déjà au trafic, au mode d'acquisition, etc., etc. Tu as Mm. aussi voilà, tu prends des marques très cheap. On a parlé des Chinois. T'imagines le taux d'acquisition pour aller choper un client avec le taux de retour qu'il y a dessus? Mm. C'est colossal. C'est Ah bah que là, oui, c'est. c'est monstrueux. Ouais, C'est énorme. Par contre, ils ont très peu de LTV derrière parce qu'il y a une énorme déception, mais ils sont toujours en train d'aller chercher des clients. c'est ça. C'est Voilà. la logique complètement inverse. Complètement inverse. Alors Mm. nous, on est peut-être trop extrême. Là, je te dis, on va repartir certainement avec des investissements et puis avec cette logique internationale. Voilà. C'est pas parce qu'on produit en Europe qu'on doit aussi que vendre en, en Europe, hein. Quand je te Ouais, parlais des 30% à l'international, dedans, il y a tout ce qui est hors France, hein. Et voilà, mais il y a aussi d'autres territoires où on pourrait être beaucoup plus présent aujourd'hui. Je pense aux US, au Canada, au Japon et à la Corée. ok. Ça va être dans les objectifs. De faire des partenariats aussi. Alors, on n'a pas parlé d'omnicanalité, mais on a le site, mais on est aussi au Vieux Campeur, qui est notre Oui, partenaire historique, ouais, et on est très content de ça, parce que c'est un gage de qualité aussi. Tu sais, tu rentres pas au Vieux Campeur comme ça, hein. ouais, C'est parce que les produits sont très bien faits. Euh, et voilà, donc on est chez Trax en Belgique, on est en d'accord. Suisse, on est au musée olympique, qui a une boutique par rapport à l'histoire de Spiridon, Ah, ok, ok. qui vient de Suisse. Et on a lié on a été très présent lors de l'exposition de Free to Run juste avant les JO à Paris, qui a, qui est une exposition qui a duré pendant un an au musée olympique, qui était extraordinaire, qui a parlé de toute l'histoire du running. Et dedans, il y avait évidemment Spiridon, donc Spiridon a été vendu dans la boutique. Voilà, D'accord. donc on est encore présent là-bas. Ouais, Voilà, donc il faut nouer des partenariats sur les US en distribution physique, pareil pour la Corée, parce qu'ils adorent les marques culturelles, pareil pour le Japon, où il faut avoir une présence physique là-bas.
Et puis l'autre D'accord. chose que je veux faire, c'est être beaucoup plus présent en physique aussi, parce que quand on est sur le salon du Marathon de Paris avec le Vieux Campeur, tous les ans, depuis 5 ans maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur le stand pour nous rencontrer, pour rediscuter de l'histoire du running, pour rediscuter des vêtements, et ils adorent ça. Donc il faut qu'on soit présent dans beaucoup plus de salons, parce que ça a un vrai besoin, et puis c'est là où on rencontre aussi beaucoup, beaucoup de monde. Puis tu as Ouais. un rebond omnicanal Ouais, obligatoirement ouais. sur le site aussi. Ouais, bien Et sûr. Ouais, ouais, ça c'est c'est dans la stratégie de Spirido. d'accord. Ok. Voilà. Ouais. Euh, pour parler de la communauté, ben, Mm. comme on en a parlé un peu tout le long de cet épisode, ta marque a des liens très forts avec ta communauté, des coureurs, des passionnés de running. Ouais. Euh, comment est-ce que vous mesurez l'engagement de la communauté? Est-ce que ça se voit sur les réseaux sociaux, et est-ce que ça influence la croissance du site? Alors, c'est pas évident. Cette partie-là, elle est vraiment difficile à cerner, Ouais, tout simplement parce que c'est pas, on n'a pas une communauté qui est très active sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, d'accord. Ouais, tu ouais. vois, qui est plutôt, bon, j'aime pas parler de catégories socio-professionnelles non plus parce que on peut avoir des gens qui vont faire un effort pour acheter un produit parce qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il était fait avec des matières françaises ou en tout cas européennes, produits, et donc évidemment par rapport à un t-shirt qui est vendu chez Decathlon, il y a un écart de prix qui est de x5 sur le prix. Et en même temps de ça, tu as des gens pour qui c'est moins un problème et qui sont venus par Spiridon, par la culture, etc. Mais c'est pas des gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais. c'est difficile de les capter. Par contre, ils suivent. Tu vois, par contre, ils vont voir, ils vont de temps en temps voir une story. Donc, il faut surtout pas lâcher hein, Mm. les réseaux sociaux, même si tu as un peu moins d'engagement que d'autres marques. Et regarde bien sur les marques du luxe. Eh ben, c'est pareil. Hein, c'est pas des gens qui vont mettre tout le temps des petits commentaires sur d'autres petites marques ou qui sont gérées par des très très jeunes entrepreneurs qui ont une clientèle qui ont moins de 30 ans. Là, il y a un engagement qui est beaucoup plus fort. Mais tu regardes dans le luxe, c'est pareil. Hein, il y a pas des tonnes de commentaires aussi quand Ouais. Hermès fait un post. Donc, euh, donc voilà, Ouais, c'est je vrai vois. que des fois, tu te dis, bon, je fais ça, mais finalement, c'est assez vu. Donc, il faut bien regarder Oui. les stades de visionnage. Et encore une fois, comme c'est une communauté très qualifiée. Bon, voilà, tu n'es pas à l'abri d'avoir des achats derrière ou un article de presse qui va ressortir parce que enfin, il faut tout le temps Oui, communiquer, t'as quoi. relancé le. Ouais, Voilà, ouais, ouais. voilà. Après, c'est Ok. une question de temps parce que Oui. tu dois. Mon premier KPI, c'est d'être rentable parce on a commencé avec de la low money, mais à un moment donné, quand tu as monté toutes tes collections, etc., ils prêtent un peu moins de cash. Donc il faut rester aujourd'hui avec les moyens qu'on a, qui sont sympas, mais il faut rester prudent. Et donc on est sur de toutes petites ressources en interne pour aussi gérer la marque. Oui. Hein, voilà. Ok. Je vois. Mais voilà, mais bon, il va se passer des choses en 2026, 2027. On va essayer de trouver des gens qui vont aussi nous être passionnés et nous accompagner Ouais. et rentrer dans une logique peut-être de petite levée de fonds ou de collaboration D'accord. beaucoup D'accord. plus large avec cette vision dont je t'ai parlé. Et bien justement, ça m'amène à ma prochaine question qui concerne la vision pour l'avenir. Mm. Quels sont tes objectifs, les objectifs que vous vous fixez pour les prochaines années et les indicateurs que vous suivez pour savoir si vous êtes sur la bonne voie? Alors, je t'ai donné des pistes déjà. Hein. Ouais, C'est numéro un, l'international. ouais, C'est franchement, c'est, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui de se dire qu'il faut vraiment essayer d'avoir une vision et une distribution encore plus internationale.
parce qu'on est quand même très très attaqué en Europe. Tu sais qu'on régule beaucoup avec l'Union européenne, mais en même temps on est très attaqué par la Chine avec tous ces petits colis qui Mm. impactent même des marques beaucoup plus. C'est pas que le moyenne gamme hein, qui est attaqué, Ouais. même pas des petites avec tous ceux qui ont fermé, mais la moyenne gamme est attaquée. Et puis aujourd'hui, même le premier levier du haut de gamme est attaqué aussi, puisque c'est du tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de mensonges aussi sur la qualité des matières. C'est des matières dangereuses pour la plupart. Et on n'arrive pas politiquement à faire face à ça. Pas seulement pour le textile, mais pour plein d'autres industries. Mm. Et malheureusement, tu vois, j'ai toujours été très optimiste. Pour ça qu'on a été très. Pendant 2 ans aussi, je me suis dit, attends, là, c'est un peu le bordel. On va attendre de voir toutes les marques tombaient dans le textile, toutes les petites marques éco-responsables, même des marketplaces. C'était assez effroyable, hein, ce qui s'est passé depuis 2 ans. Mais voilà. S'il y a une suite à donner, elle sera internationale, en se donnant un peu plus de volume de distribution et d'être beaucoup moins dépendant de l'Europe par rapport à cette capacité qu'on a à réguler et, et finalement à faire rentrer comme une passoire beaucoup de produits euh, qui sont évidemment beaucoup moins chers et qui rentrent dans le pays. On s'en sort pas du tout. Donc c'est une catastrophe. Voilà, mais donc il faut rester optimiste et puis trouver des solutions. C'est le rôle d'un entrepreneur. Exactement, Voilà. c'est ça. Et ma dernière question, c'est plus pour toi, en tant que dirigeant d'une marque engagée comme Spiridon. Qu'est-ce que Mhm. cette aventure t'a appris sur le business, sur le e-commerce, sur toi-même? L'humilité, c'est la première chose que j'ai. Tu vois, je pensais Ouais. l'avoir, mais de se dire que tu as bien, avec le parcours que j'ai, d'avoir connu vraiment très bien le digital, le commercial, le marketing, et de voir à quel point il faut maîtriser tellement de paramètres Mm. pour être rentable, pour en même temps se développer, pour maîtriser toute la partie financière, tes besoins financiers. Euh, c'est, et tu comprends mieux pourquoi il y a très peu de marques qui arrivent à sortir du lot, en fait. Il y en a beaucoup qui bricolent. C'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité. Et puis, euh, et puis même par rapport au salariat, tu vois, moi j'ai toujours été dans une famille d'entrepreneurs. J'étais le seul de la famille à être longtemps resté salarié. 2 fois, j'ai été grande gueule sur des sujets, etc. Donc, d'avoir remis la main à la pâte, les mains dans le cambouis, à faire beaucoup de choses à nouveau moi-même et en étant face aux réalités très simples du développement, eh ben, je peux te dire que c'est un sacré apprentissage aussi pour, euh, pour continuer Spiridon ou rebondir aussi ailleurs, parce que c'est très très important, je pense, pour des entreprises d'avoir des personnes qui sont passées par l'entrepreneuriat. Ouais, Je pense que c'est une expérience extraordinaire. Et voilà, je le conseille à tous les entrepreneurs qui sont en plein développement en ce moment. Essayer d'avoir des gens aussi qui sont passés par l'entrepreneuriat parce que ils se rendent compte à quel point c'est difficile et à quel point ça demande de l'implication et du respect ouais. pour la personne morale, hein, qui est la société qu'on a créée. Mm. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Franck. Merci Céline, c'était C'était un super de super parler de échange. tout Ouais, ça. Bah oui, c'est génial de pouvoir échanger et puis tout d'essayer de partager, tu vois, ouais, euh, d'essayer d'apporter des choses. c'était. Donc, continue ton podcast, Ouais, continue à benchmarker aussi d'autres podcasts ouais. et puis bravo et bonne chance à tous ceux qui se lancent Merci. dans des marques e-commerce et autres. Vous êtes des héros. Continuez. Bravo. Ouais. Et merci, merci Franck. Et donc, merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le à un e-commerçant autour de vous. Et vous, si vous souhaitez augmenter vos ventes sans dépenser plus en acquisition, c'est exactement ce que je fais.
En tant que consultante en optimisation du taux de conversion, je vais analyser votre site pour identifier les points de friction, les pages qui font fuir vos visiteurs, les éléments qui créent du doute, et je vous aide à simplifier le parcours, clarifier l'offre et améliorer les expériences d'achat. Donc le résultat, c'est plus de visiteurs qui deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on en discute ensemble et qu'on regarde comment on peut booster vos ventes, vous pouvez réserver un call via le lien en description de ce podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode.